Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors entre amis, en famille, au travail et sur la route évidemment, impossible de passer à côté d'eux dans les discussions cette semaine, les gilets jaunes. Des discussions parfois clivantes entre les pour et les contre. Alors, qui sont ces gilets jaunes? De quoi leur mouvement est-il le symptôme? Cette contestation peut-elle durer? Nous en débattons cette semaine avec nos invités. Un de leurs représentants est avec nous, Philippe Rouby, bonjour. Bonjour. Alors dans la vie, vous êtes formateur et vous êtes aujourd'hui représentant des gilets jaunes en Haute-Pyrénées. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques secondes comment vous êtes retrouvé à cette place? Oui, alors bon, je n'ai pas de position institutionnelle puisqu'il n'y a pas d'organisation à ce jour réelle des Gilets jaunes. J'ai participé à une réunion des Gilets jaunes il y a une semaine à Tarbes et je me suis exprimé un moment pour essayer de canaliser un peu le mouvement vers la direction de la préfecture. Et immédiatement, bon, on m'a passé un micro et certains m'ont incité à représenter une partie de... Et donc voilà comment on se retrouve ici avec nous en direct. Voilà. Merci à vous. Cible principale de ces gilets jaunes, Emmanuel Macron et sa politique. Alors une députée La République En Marche est avec nous, Huguette Tiegna, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu sur un territoire rural où on se déplace beaucoup en voiture et où la mobilisation a donc été importante. Le Lot. Eux n'ont pas souhaité participer au rassemblement, mais ça peut changer. Il s'agit des syndicats. Grégory Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional de la CFDT. CFDT, on le verra, qui propose notamment un pacte social. Enfin, un économiste spécialiste des transports nous a également rejoint. Marc Ivaldi, bonjour. Bonjour. Professeur notamment à la Toulouse School of Economics. Vous militez également chez Les Républicains. Alors, pour parler de ce mouvement qui se dit citoyen, parole tout d'abord aux citoyens. Les Gilets jaunes, je pense que c'est une bonne cause, car c'est vrai que la plupart de la France d'en bas, entre guillemets, a du mal à subvenir en fin du mois à leurs besoins. La TVA qui a augmenté, le gaz qui a augmenté pour certains, le DF qui augmente, ça augmente de partout. Est-ce que le gouvernement devrait reculer, faire des gestes, passer des compromis? Eh bien oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que sinon, on est comme ça. Vous êtes commerçant? Oui, je sais qu'ils défendent une cause qui est juste. Cependant, nous, on a aussi besoin de travailler et tout ça, et c'est un petit peu compliqué là. Je trouve que la pression fiscale sur la France est trop élevée. Maintenant, de là à bloquer les routes pendant tant de temps, de l'embêter tout le monde et les commerces, il y a une limite. Vous êtes prête, vous, à faire un blocage ou prendre votre voiture? Oui, tout à fait. Vous l'avez fait? Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'occasion, mais si le mouvement s'intensifie, pourquoi pas? Alors, pour bien poser les choses, comment définir ce type de contestation? On l'annonce comme un mouvement nouveau, Philippe Rouby? Moi, je crois que ce mouvement est souvent présenté comme un mouvement anti-Macron. Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire, puisque c'est bien entendu ce qui ressort de toutes les émissions, de toutes les expressions. Les témoignages également sur le terrain. Témoignages. Mais ça va bien au-delà. Moi, je crois que c'est surtout un mouvement qui témoigne de la crise de la représentation. Et une crise de la représentation qui, à mon avis, date de plusieurs déjà décennies. Donc c'est surtout politique? En partie politique, pas politique au sens... Le rapport à ceux qui nous dirigent, voilà, ceux qui nous gouvernent. Le rapport aux politiques, le rapport aux élites aussi, à mon avis, par rapport aux décideurs, par rapport aux représentations, tout simplement. Et contrairement à ce qui a pu être dit d'ailleurs dans de nombreux médias, je n'ai pas ressenti dans ces manifestations des affirmations politiques, en tout cas des politiques alignées, dirons-nous, derrière les grandes forces traditionnelles. On y reviendra. Huguette Tiegna, vous l'avez senti monter, cette colère de votre circonscription, du territoire ou pas? Oui, la colère de nos concitoyens, elle ne date pas d'aujourd'hui, dans la mesure où, vous le savez, si le mouvement En Marche a existé, c'est parce que c'est parti aussi d'un certain fait que nos citoyens nous ont fait savoir, notamment... la difficulté d'une partie de la population, justement, à pouvoir vivre, notamment dans nos territoires ruraux, les moyens de déplacement. On l'a vu, ça, pendant les diagnostics. Mais qu'est-ce qui explique que d'un seul coup, il y avait les éléments et ça a explosé? Aujourd'hui, c'est vrai que depuis que nous sommes là, nous avons mené une politique avec des mesures qui permettent de favoriser les plus faibles, ou bien ceux qui ont des revenus les plus bas. Mais la difficulté, c'est que peut-être nous n'avons pas expliqué suffisamment les réformes que nous avons faites. Et que aussi, je vous donne un exemple. Par exemple, hier, il y avait aussi un autre mouvement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais il s'est passé quoi?
Personne n'en a presque parlé. Et Ah si, pourtant, on en a parlé sur notre antenne. Oui, mais tout ce qu'on a entendu, c'est la casse qu'il y a eu. Donc moi, par rapport à ce mouvement, je pense que ils ont aussi voté pour nous parce que nous avons dit qu'on voulait faire la politique autrement, qu'on voulait faire les choses autrement. Mais nous sommes dans une situation où tout le monde tape sur les élus de la République en marche, comme s'il n'y avait pas d'opposition. D'ailleurs, vous avez reçu des insultes racistes exactement. Je pense qu'en tant que député, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, on doit tous écouter nos citoyens et essayer de faire les choses. Mais en continuant de taper sur nous, une partie de la population tapera aussi sur nous. Je voudrais quand même réagir. Bien entendu, moi, je ne puis que condamner les insultes dont vous avez fait l'objet. Mais il ne faudrait pas oublier non plus les vexations, les humiliations dont sont victimes quand même une partie des manifestants. Je vais prendre juste un exemple. Dans mon département d'origine, les Hautes-Pyrénées, une commune avec une gouvernance de gauche n'a pas trouvé mieux que de mobiliser son premier adjoint pour recevoir les 3 animateurs qui sont des gens extrêmement placides, calmes et sereins dans une entreprise privée en présence de la gendarmerie, comme si on avait reçu le TA ou l'ex-FLNC, leur parlant comme à des enfants, voire en étant très désagréables. Un a quitté la réunion parce qu'il était au RSA, il a trouvé ça insupportable, et l'élu a ajouté, celui-là, je n'oublierai pas son nom. Alors, vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Ce que je dis, c'est que les élus, quel que soit notre bois, on doit écouter nos concitoyens. Et il n'y a pas que les députés, il y a les maires. Moi, je reçois dans le lot des personnes qui, normalement, leurs problèmes peuvent se résoudre dans les mairies, mais ils n'y vont pas parce que ce sont aussi des personnes qui sont en place, qui ont des fonctionnements aujourd'hui qui sont automatiques pour les citoyens. Donc, il faut changer tout ça. Permettez-moi de vous couper un instant. Je vais vous donner un exemple tout à fait personnel, dont je n'exposerai pas la teneur ici. J'ai essayé de contacter les parlementaires de mon département pour un sujet qui m'était cher. Je n'ai eu comme réponse qu'on ne me répondrait pas et qu'on en parlerait. C'est une réponse cosmétique qui a pour but de masquer un classement vertical. Je veux dire, les élus ne sont pas si abordables que ça. On voit bien qu'il y a une fracture entre les élus, ruraux ou parlementaires d'ailleurs, enfin locaux ou parlementaires, et les citoyens, a priori. Est-ce qu'il y a une fracture entre le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats également, Grégory Martin? Ce qu'on repère, c'est que ce mouvement demande de la justice sociale. C'est pourquoi la CFDT se bat depuis toujours. Et pourtant, vous n'étiez pas dans les cortèges. Bien sûr, parce qu'il y a différentes formes de mobilisation qui sont pourquoi possibles. Vous n'y êtes pas, justement? Pourquoi est-ce que vous ne participez pas au mouvement? Une organisation syndicale, par nature, elle existe depuis très longtemps. Elle n'attend pas les Gilets jaunes pour lutter contre les injustices sociales. Quand pour les salariés de l'horticulture ou des pépiniéristes, aujourd'hui, en Occitanie, on obtient plus 1,8% d'augmentation de salaire. Quand on obtient chez Picard 30 € de prime transport pour permettre aux gens qui font 30 km de venir travailler avec leur automobile, on n'attend pas les Gilets jaunes pour faire de la justice sociale. Pourquoi vous vous associez? On fait du boulot, mais on repère par contre que ce boulot-là, il n'est pas connu parce que le gouvernement actuel et d'ailleurs souvent les précédents ont réduit la capacité des syndicats à faire leur travail dans les entreprises. On le voit avec la loi travail de Macron, qui réduit le nombre d'élus et qui réduit la capacité de la CFDT à démontrer qu'il peut y avoir du dialogue dans les entreprises, mais aussi dans les administrations. Et d'ailleurs, l'État, aujourd'hui, qui depuis des années n'augmente pas les salaires et les rémunérations des fonctionnaires, on voit aussi qu'il est responsable du fait qu'on pense qu'il n'y a pas de dialogue possible. C'est une bonne chose. Est-ce que vous les soutenez? Ce qui est une bonne chose, c'est de se mettre autour d'une table pour décider aujourd'hui d'un pacte social qui permet à la fois aux gens qui travaillent de pouvoir continuer à travailler et de réussir la transition énergétique. Et aujourd'hui, on demande aux plus pauvres de faire la transition énergétique à la place des GAFA, à la place de Carlos Ghosn, à la place de ceux qui sont les plus riches. C'est ça le problème. Et tant qu'on ne discute pas, tant que M. Macron fait tout seul, eh bien, il se retrouve face à des contestations de gens qui ont envie de parler et avec des débordements que, évidemment, ici, tout le monde condamne, la CFDT en premier. Donc, il faut maintenant revenir à la raison et faire une grande table ronde où on met sur la table des choses très concrètes. On va en discuter. Monsieur Macron décide tout seul, Hugues Thiékna? Moi, je pense que M. Macron, c'est le président qui a le plus donné la parole aux citoyens. Alors pourquoi les citoyens n'ont pas cette impression? Pourquoi les citoyens ont l'impression que c'est pas le cas? Je voulais expliquer. M. Macron s'appuie sur la majorité, sur les députés, et les députés, ils travaillent sur le terrain. Moi, je prends mon exemple. Vous avez parlé des députés qui ne veulent pas vous écouter. Dans le Lot, toutes les lois, toutes les réformes qui ont été mises en place, moi, j'ai toujours fait des ateliers. J'invite les gens dans ma permanence pour que nous puissions discuter. J'ai fait des réunions publiques. J'ai reçu tous les syndicats, notamment à cause de la loi travail, la loi asile et migration et la réforme de la SNCF. Le problème, c'est écouter et prendre Justement, en considération. nous discutons, on prend en considération des choses. On ne peut pas tout prendre en considération, mais vous pouvez leur poser des questions. La justice sociale, aujourd'hui, il serait temps. La justice sociale, je pense que c'est la responsabilité de chacun. Justement,
Moi, vous avez dit que M. Macron a fait en sorte que les syndicats n'ont plus de pouvoir. Tout ce qu'on demande aux syndicats, c'est discuter avec leurs concitoyens. Moi, j'ai été délégué du... Vous avez réduit les moyens des organisations syndicales de se présenter aux élections. Oui, mais ça n'exclut pas la possibilité de discuter avec les citoyens. Parce que là, on parle de crise, on parle de colère. Alors, justement, on parle d'une colère. Le dialogue qu'il faut avoir avec les citoyens. Pour finir le tour de table, on parle d'une colère. Alors, on a beaucoup parlé du prix du carburant. Mais finalement, cette problématique, ce débat dépasse largement la question des transports, Marc Ivaldi. Oui, ça dépasse les transports, puisque c'est aussi le fuel. Le Premier ministre a bien indiqué qu'il voulait que dans les 10 ans, on arrête le chauffage au fioul. Donc c'est tout le problème de l'énergie. Et je pense que le président Macron doit s'exprimer là-dessus, en fait, mardi. Maintenant, moi, ce que je ne voudrais pas, c'est entendre encore une table ronde où on ne dise pas les choses. On ne dise pas vraiment les choses. Et qu'est-ce qu'il faut dire vraiment? Qu'est-ce qu'il faut dire? Pas faire croire que la COP21 a été un succès. La COP21, je pousse l'argument fort. Vous savez que je suis du Sud. La COP21 a été un échec. Elle a été un échec parce que, justement, on n'a pas pris un accord ensemble, international, sur le prix du carbone. Alors, du coup, on est obligé d'avoir une politique, en France, ailleurs, différente. Et cette histoire de prix du carbone, du prix de l'essence est quand même assez incroyable. Enfin, la taxe carbone, ça ne date pas de la COP21, monsieur Cohen. Non, mais attendez. Je vous ai terminé. Il n'y a pas de marché. Il n'y a rien qui a été fait par les gouvernements successifs. Il n'y a que des engagements de ne pas polluer, mais il n'y a pas d'engagement et d'organisations internationales qui permettent de mettre en place un vrai prix du carbone au niveau international. Et c'est très important parce que ce qui est important, c'est ça crée ce sentiment d'injustice, d'après vous. Exactement. Ce qui est important, c'est que toutes les industries prennent en compte ça. Or, actuellement, et tout le monde le dit, le transport, une grosse partie du transport, de l'industrie du transport n'est pas taxée. Vous êtes pour la taxation du kérosène pour les avions, des tankers? Voilà, je suis surtout pour une taxation au niveau de toute l'industrie et de tous les échanges. Parce qu'on est dans une société globalisée, donc on ne peut pas simplement... Enfin, c'est quand même assez incroyable. On voit notre président... sur le porte-avions Clémenceau dire « je me bats pour la baisse du prix du pétrole à l'international ». Je comprends qu'on puisse être un peu étonné après de le voir demander des augmentations de taxes. J'adhère à une partie de cette analyse technique, mais je crois qu'il ne faudrait pas restreindre la problématique de l'instant, en fait, à un simple débat, à une goutte de carburant qui aurait fait déborder le réservoir du mécontentement. Je crois que le problème est tout autre. Je voudrais revenir sur les propos de madame, qui manifestement, je dirais, adopte la bonne solution à l'égard des... Vous êtes dans quel département, excusez-moi? Le Lot. Voilà, excusez-moi. Donc, je pense que ce n'est pas le comportement de tous les élus aujourd'hui. Je ne voudrais pas avoir un discours, bien entendu, qui paraîtrait anarchiste ou excessif, mais quand même, j'ai une expérience, j'ai été dans ma vie, j'ai même occupé une fonction de directeur de cabinet, j'étais directeur de mairie. Je vous assure qu'il y a trop d'élus en France qui subissent un phénomène de transformation psychologique et sociale lors d'une élection. Bon nombre ont le sentiment de devenir plus intelligents, d'être aimés par le plus grand nombre, de ne pas écouter. C'est un phénomène classique. Oui, alors justement, avant de poursuivre le débat et de vous donner la parole, Huguette Tiegna, on l'a dit, il y a une certaine fronde finalement anti-Macron, mais pas seulement, vous nous le dites. Mais alors, est-ce pour autant une aubaine pour d'autres formations politiques pour récupérer ce mouvement? Élément de réponse avec Marie Martin et Éric Korovitz. L'un des premiers à soutenir, voire à encourager le mouvement des Gilets jaunes, c'est Franck Buller, secrétaire de circonscription de Debout la France dans le Tarn-et-Garonne et ancien membre du Front National. Mais on se fout du monde. Alors, le 17, on commence à bloquer. Celui qui affirme intervenir en tant que simple citoyen réfute toute récupération politique. Nous aurions un seul parti politique qui soutient. Il y a eu le premier parti qui a soutenu. Très bien, mais tous les autres ont soutenu aussi. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de récupération possible puisque tout le monde est d'accord, sauf M. Macron et les quelques idolâtres qui lui restent encore.
Du côté de la majorité régionale, le soutien est acquis, quoique plus mesuré. Attentif à la grogne, sans forcément adhérer à la forme du mouvement, le Conseil régional d'Occitanie veut jouer la carte de la pédagogie. L'État parle de partir sur la transition écologique en matraquant sur les taxes. Nous, la région, nous nous sommes fixés avec Carole Delga l'objectif d'être la première région à énergie positive, mais à partir de ce qui se passe dans la région, en faisant le chèque énergie, en aidant à cette transition et non pas en sanctionnant comme le fait l'État. Le 18 novembre, au lendemain du premier blocage, le Conseil régional faisait paraître dans la dépêche du Midi un encart publicitaire sur sa politique tarifaire en matière de transport, ce qui a eu le don d'agacer la députée La République En Marche, Monique Iborra, laquelle dénonce plus globalement des réponses inadaptées à une colère populaire contre l'impôt. Même si c'est le ressenti des gens, certains surfent sur ce ressenti-là. Alors je ne veux pas dire par là que les politiques dont nous sommes, et en particulier le gouvernement qui est aux manettes, ne doit pas entendre ça, mais la réponse qui peut être apportée, si elle est simpliste, elle ne profitera en particulier qu'au Front National. Trop simple de réduire le mouvement des Gilets jaunes à cette question de la récupération, selon la France Insoumise, qui soutient elle aussi les actions de blocage. Pour Jean-Christophe Célin, le gouvernement a tort de faire la sourde oreille. Les gens sont aussi en train de se politiser très justement sur les barrages parce qu'ils se posent d'autres questions. Ils se posent la question de l'ISF, ils se posent la question de la répartition des richesses, ils se posent la question de où vont les taxes et où vont les impôts. Donc voilà, donc le mouvement est légitime et il est de notre devoir de le soutenir en laissant faire les organisateurs du mouvement. Au-delà de celle de la récupération, une autre question se pose. La classe politique n'a-t-elle pas été prise de court par ce mouvement des Gilets jaunes qui continue à se dire apolitique? Pour combien de temps? Alors, on va aborder tout de suite les pistes, entre guillemets, de solutions, de dialogue ou de sortie. Oui, sortie de Emmanuel Macron annoncera mardi des mesures pour rendre, je cite, acceptable et démocratique la transition écologique. Ça pourrait ressembler à quoi, ces mesures, Huguette Thiegner? Effectivement, Monsieur le Président présentera le mardi des pistes justement pour une transition écologique beaucoup plus solidaire. Donc, il est prévu justement de discuter. Il a toujours été à l'écoute des différents syndicats, de la société civile, des parlementaires. Pour avoir une idée des mesures, vous savez un peu les mesures qui peuvent être mises sur la table? Les mesures qui seront mises sur la table, il y a déjà des mesures qui ont été mises sur la table la dernière fois. Par Édouard Philippe. Voilà, oui. Des mesures qu'on va dire de court terme, qu'il faut aussi aménager et l'adapter peut-être à un certain nombre de territoires, accompagner les initiatives que les territoires développent, parce qu'en question de mobilité, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites par des associations dans des territoires. Et il y a des départements à énergie positive, dont les Lot, pour lesquels il y a des financements, il y a des choses qui sont faites. Déjà en place qui peuvent servir d'exemple. Déjà en place qui peuvent servir d'exemple. Donc le gouvernement entend justement accompagner ces mesures-là. Deuxième chose, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, que nous avons rencontré les députés d'Occitanie le mercredi pour justement voir les annonces concernant le plan de la mobilité concernant l'Occitanie, dont la ligne POLT qui sera financée à 2 milliards d'euros. Et il y a Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Paris-Orléans-Limoges, c'est quelque chose qui est sur la table depuis des années et des années. Ça va suffire pour désamorcer des années. C'est un financement de maintenant jusqu'en 2000. Si je peux me permettre une question. Je termine, c'est que les mesures en place. Donc, ce qui va se passer, c'est que les mesures qui existent déjà, notamment le fait de permettre à nos concitoyens d'acheter des voitures plus la prime à la conversion. Mais derrière ça, il y a aussi un chemin à tracer. Un chemin à tracer parce qu'on a parlé des véhicules électriques, on a parlé des véhicules hybrides. Et moi, je voudrais aussi rajouter qu'une fois qu'on a voté la loi ILO en début d'année pour sortir progressivement des hydrocarbures d'ici 2040, je suis en ce moment missionnée pour un rapport
qui porte justement sur la sortie des véhicules émettant des gaz à effet de serre. Et il y a un volet territoire pour l'organisation de ces mobilités. Je termine juste sur la région. Rapidement. Il ne s'agit pas d'émettre 1 euro, 3 euros, comme la région veut le faire. La politique des mobilités en Occitanie et dans nos départements, c'est déjà quelle infrastructure mettre en place. Depuis le début d'année, les syndicats manifestent, ils viennent nous voir. Philippe, moi, je suis outré de voir. Attendez, on va vous laisser réagir parce qu'on ne va pas faire un catalogue de tous les points. On comprend pas. Je voudrais quand même réagir d'abord en 2 temps. Je intervenais dans mon 2e temps sur le petit reportage que vous avez diffusé sur l'alignement. Parce que là, on est au chapitre des solutions, il nous reste 8 minutes. Au propos de madame, bien évidemment. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'engage une fois de plus face à une expression de la rue, à des solutions qui viendraient d'en haut. C'est-à-dire qu'on pense un peu à la place des autres. Et je crois... Non, mais attendez, vous avez parlé, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les différentes organisations, il y a un déploiement territorial. Donc, encore une fois, c'est pour aller écouter les choses à la base. Mais j'ai un peu quand même le sentiment, concernant en particulier la transition écologique, à mon avis, à laquelle, bien sûr, les jeunes ne sont pas du tout opposés. Simplement, on est confronté à des personnes qui ont des revenus qui sont souvent très bas. On ne parle pas de la paupérisation des classes moyennes également, ça on l'oublie. Et aujourd'hui, on leur demande, madame, ils ont déjà du mal à construire leur présent, on leur demande de penser leur avenir. Mais il faudrait comprendre qu'on ne peut... Madame, on ne peut pas. Il est difficile de penser l'avenir, surtout quand il s'agit du futur, pour certaines catégories de personnes. Il faudrait peut-être... Grégory Martin. Allez-y, Grégory Martin. Madame, vous avez beaucoup parlé, madame, excusez-moi. Allez-y, Grégory Martin, s'il vous plaît. Les syndicats, merci de me laisser m'exprimer. Je voulais dire qu'on est à côté de la plaque. Vous n'avez pas compris que le réchauffement climatique, c'est l'injustice sociale. Les plus aisés, ils pourront s'acheter des voitures électriques. Les plus aisés, ils pourront partir au ski avec des stations de ski qui seront avec des canons à neige. Les plus aisés pourront continuer à payer des assurances pour leur maison. Vous attendez les ondes de mardi. Les ondes de mardi, pour vous, ça sert à rien. Par contre, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous dites sur les tables rondes. Je trouve que ce discours... Attendez, on ne parlait pas tous en même temps. Je trouve que ce discours de non, pas de table ronde, etc. est extrêmement dangereux. On est dans une situation où il y a beaucoup de colère. Moi, je ne connais pas d'autre solution que de se parler, et de se parler très concrètement. Et si on veut parler concrètement, je vous le dis, l'augmentation du pouvoir d'achat, on met les patrons autour de la table et on augmente les salaires, et on augmente les SMIC. C'est ce qui va se passer. On met le gouvernement autour de la table et on dit les retraites, pas une retraite en dessous du SMIC. L'histoire du plan climat, ça date pas de notre mandat, et les autres n'ont pas non plus été assez courageux pour faire les choses. Je voudrais terminer mon propos. Vous voulez taxer les contrats courts, on taxe les contrats courts pour augmenter le pouvoir d'achat. Vous voyez toutes les mesures qui sont possibles de faire, en dehors même de la transition énergétique, parce qu'après, il faut mettre aussi le patronat autour de la table, autour des questions de plan de déplacement inter-entreprise, autour des tiers-lieux, autour du télétravail, tout ce qui va permettre aux gens de pouvoir travailler et d'avoir de la justice sans avoir à dépenser d'argent. Quand est-ce que vous allez demander au patronat de remplir son rôle? Attendez, on ne parle pas tous en même temps, sinon on ne s'entend plus. Marc Ivaldi, votre analyse. Vous pourriez aussi augmenter le point, puisque ça fait des années que les fonctionnaires ne sont pas payés et vous ne l'avez pas fait. Et vous ne l'avez pas fait. Marc Ivaldi, vos réactions par rapport aux propositions syndicales. Je ne suis pas contre se parler. Ce que je suis contre, c'est des tables rondes qui sortent avec des choses qui sont absolument impossibles à faire. Il y a eu un Grenelle de l'environnement. On a abouti à faire plus de TGV, à mettre des TGV partout. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est complètement stupide. Mais bien sûr, on a reculé sur la taxe carbone, par exemple, sur ce qui est certain. Et effectivement, je vous rejoins. Le problème n'est pas uniquement le problème de l'écologie, de la taxe carbone et de l'environnement. C'est aussi le problème simplement du ras-le-bol fiscal. La France est le pays qui a le plus de taxation. On est le premier. Justement, Marc Ivaldi, il faudrait arrêter la hausse des taxes. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'il faudrait couper le robinet fiscal? Je pense. Et on va réduire les services publics, c'est super. C'est ce que demandent les gens, réduire les services publics dans les territoires, c'est vrai. Attendez, Huguette Tiegna, vous allez répondre. Je crois qu'il y a un problème clairement de gestion de la dépense publique, parce que là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on dépense beaucoup, et en plus, la qualité de nos services publics diminue. Donc moi, vous avez réduit le nombre de fonctionnaires, le gouvernement Sarkozy a réduit le nombre de fonctionnaires. Je ne suis pas responsable. Répondez à cette analyse de Marc Ivaldi. C'est ça qu'ils ne veulent plus les gens, l'incohérence entre les partis politiques et les débats. Je suis désolé, mais enfin, c'est complètement incohérent. En termes rapidement, il nous reste 4 minutes. De fonction publique, je pense que c'est vrai que la droite n'a pas de leçons à donner aux autres. Il y a la réforme de l'économiste. C'est pas l'encarté. Il n'est pas élu. Oui, mais 50 000, c'est bien moins que ce que Fillon voulait faire. La direction de l'emploi. On ne va pas parler de politique. La direction de l'emploi en région, 80 postes qui sont supprimés, alors que l'emploi, c'est la cause nationale.
Mais comment vous allez expliquer ça aux gens qui manifestent? Laissez répondre Huguette Tiegna et après on va quand même redonner la parole aux Gilets jaunes. On est là pour ça. Oui, c'est vrai. On est plus civilisés. Vous coupez la circulation mais pas la voie. Au moins, on donne l'exemple. Aujourd'hui, on parle de mobilité, certes, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'autres colères, vous l'avez dit. Donc, question de la mobilité dans nos territoires, il faut que tout le monde s'y mette. L'État peut toujours mettre les moyens. Si les choses ne sont pas organisées en amont, on n'y arrive pas. C'est la faute aux gens? Non, je n'ai pas dit que c'est la faute aux gens. S'organiser comment? S'organiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État est en train de résoudre un problème que les gens ont mis en place depuis des années. Il y a, par exemple, le tout TGV qui a fait que les gens, finalement, sont répartis vers la voiture. Aujourd'hui, il s'agit de faciliter leur vie, et justement, en allant vers des moyens propres, mais en les accompagnant. C'est assez à chance de combien de temps? Autrement dit, moi, je viens du Lot. On sait que le train est fondamental. Nos entreprises prennent le train, ils prennent l'avion. On ne pourra jamais avoir des TGV dans les Lot. Mais quand on gouverne une région, il faut tenir compte de tous les départements, de ce qui est pertinent pour eux en termes de mobilité. Allez-y, on va laisser répondre Philippe Roubi qui a pas beaucoup la parole là sur la deuxième partie. Je pense qu'on est en train de fermer un peu le débat sur la seule problématique du transport. Bien entendu, ce mouvement de rue montre tout autre chose. C'est l'indexation des retraites, ou la désindexation des retraites, plus exactement. C'est la baisse de la rémunération. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Alors, moi, concrètement, il me semble. Attendez, madame, s'il vous plaît. Alors allez-y. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Ce que j'attends, c'est que le gouvernement fasse preuve d'un peu plus de responsabilité. Quand j'entends un ministre de l'Intérieur qui ne cesse de dire depuis une semaine qu'il y avait 300 000 personnes dans la rue, alors qu'il n'y avait aucune contrariété. Mais ça, c'est pour ça, les conclusions. Qu'est-ce que vous attendez concret? C'est important. Il faut déjà... Oui, mais ça, c'est le climat. Mais qu'est-ce que vous attendez comme mesure? Qu'est-ce que vous pourrez vous donner? Ce que nous souhaitons, c'est que maintenant... Enfin, moi, ce que je souhaite, je ne peux pas m'exprimer pour tous les Gilets jaunes, mais ce que je souhaite, c'est que maintenant, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que les Gilets jaunes se rencontrent, se concertent, fassent des propositions écrites. Qu'on fasse un point véritablement, sans tomber dans les cahiers. On est là pour discuter, non, mais c'est le pacte social de la CFDT. Tout à fait, c'est le pacte social. Mais je ne suis pas contre le fait de discuter avec les syndicats, ni avec les politiques, bien évidemment. Mais il faudrait que les politiques nous entendent aussi. Je vous reçois parce qu'il s'agit des problématiques qui concernent mes concitoyens. Vous répondez plus rapidement que les parlementaires de Haute-Pyrénées, donc je vais m'adresser à vous. Quelle serait la mesure qui pourrait un peu calmer le jeu? Parce qu'il y a encore des mouvements dans la rue sur les routes. C'est de les écouter. Écoutez, moi je me suis rendu compte qu'en allant sur les points de blocage, en prenant le temps d'écouter ces personnes, sans les juger. Bien sûr qu'il y a des excès verbaux, bien sûr qu'il y a des comportements qui soient irrationnels, parce que c'est une cristallisation de colère, avec surtout le sentiment qu'on n'est pas entendu. À partir du moment où on commence à les entendre, on commence à consacrer du temps, si on est prêt à dépasser les premiers excès du premier temps, on arrive à nouer le dialogue. Merci. Et c'est dans cela qu'il faut s'engager. On a essayé de le faire aujourd'hui. Merci à vous quatre d'avoir accepté d'être avec nous ici en direct. On a vu qu'on pouvait discuter, que ça pouvait être animé, mais qu'on pouvait discuter. Un débat qui se poursuit, vous le savez, sur notre blog, le blog politique, mais aussi sur notre page Facebook, France 3 Midi Pyrénées. Et un débat que vous poursuivrez la semaine prochaine, ici même, Laurent, en posant la question combien la transition écologique peut coûter concrètement sur notre territoire en Occitanie. Bonne fin de week-end à tous et tout de suite, vos infos régionales et nationales.